Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur la table ronde suivante où nous allons aborder la question des femmes dans le sport. Donc, j'accueille trois invités avec nous pour cette table ronde. Anne Schmitz, qui est docteur en STAPS, qui a fait sa thèse en sociologie du sport, qui enseigne à Paris-Nanterre et qui est une experte de la pratique du sport chez les femmes. Ensuite, nous aurons Florie Caston-Vincenté, j'ai presque réussi, qui est socio-historienne du sport, enseignante à l'université Paris-Saclay, autrice de plusieurs ouvrages dont Marie-Thérèse Ekiem, du sport à la politique, parcours d'une féministe, et également auteure et responsable de pas mal d'articles sur les liens entre le sport et le féminisme. Et notre dernière invitée, Amandine Cramrichaud, qui a dirigé la commission roller derby de la Fédération française de roller et de skate. Et je vais maintenant les laisser compléter cette présentation un peu protocolaire pour mieux les connaître. À toi, Anne. Alors, bonjour à tous. Donc oui, moi c'est Anne Schmitt et pour préciser un petit peu, je suis plutôt spécialiste du sport pratiqué par les femmes et notamment dans les sports nautiques. Et je me suis notamment intéressée donc au sport de haut niveau, mais également à la pratique scolaire en fait du surf et de la voile notamment. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Floris Caston-Vicente et je suis plutôt spécialiste d'histoire. Et je travaille sur les liens entre sport et féminisme. Donc j'ai commencé à m'intéresser d'abord au féminisme avant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on appelle la première vague féministe et à la manière dont elle traite la question du sport. Je me suis intéressée aussi aux féministes des années 70 autour de la figure de Marie-Thérèse Ekem. Et actuellement, je m'intéresse également à la question du roller derby et aux questions féministes dans le roller derby. Et on a écrit d'ailleurs un article ensemble avec Anne sur le roller derby et avec Anaïs Bouillon, qui va paraître normalement en octobre dans un ouvrage dirigé par Elsa Dorlin. Bonjour, Amandine Richaud-Cram. Donc moi, je suis simple pratiquante du roller derby. En tout cas, je pratiquais le roller derby quand on pouvait encore le pratiquer. Et j'ai été pendant 4 ans responsable de la commission roller derby pour la FFRS. Donc voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, je vous propose, pour commencer, de passer la parole à Anne, qui, par sa pratique et son métier, va pouvoir nous faire un état des lieux précis de la situation des femmes dans la pratique du sport ou de la pratique du sport chez les femmes. Enfin, l'un est un petit peu différent de l'autre, quand même. Oui, alors effectivement, donc le monde sportif, ça reste un milieu articulé autour des valeurs masculines, donc dominé avec une domination masculine qui reste quand même très importante. Et donc on se rend compte aujourd'hui, cela ça s'exprime par différentes choses, mais notamment voilà dans le monde du haut niveau, on a quand même des femmes, un déséquilibre entre la présence des sportifs et des sportives sur le plan médiatique, sur le plan également des opportunités. Sur le plan, donc là je peux illustrer par exemple en surf, c'est très important pour avoir une pratique du surf de participer à beaucoup de compétitions. Or on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de compétitions pour les hommes et moins de compétitions pour les femmes, donc ça pose un problème en termes de rémunération. D'opportunités, mais également de rémunération, c'est-à-dire que les sportifs sont moins rémunérés, ont moins de prize money, ce qui s'appelle des récompenses à l'issue des compétitions, que les sportifs. Et en fait, tout ça, ça les maintient dans une position de domination et ça fait ralentir également leur progression leur progression en termes de performance. Et comme c'est un cercle vicieux, en fait, comme elles sont moins performantes que les hommes, cela justifie selon les médias et les institutions, leur moindre présence dans les médias, leur moindre rémunération, et ce cercle vicieux s'entretient. Et dans ce cercle vicieux me vient une question, c'est que s'il y a moins de compétition et du coup moins de rémunération, c'est aussi plus difficile d'être professionnel parce qu'on est éventuellement obligé peut-être d'avoir d'autres activités à côté si ça ne permet pas de gagner sa vie comme des hommes, non? Tout à fait. Il y a énormément de sportifs professionnels qui ne peuvent pas vivre de leur sport, qui travaillent à côté. Et en effet, en devant travailler à côté, en étant obligé d'avoir un autre métier que celui de sportive, forcément, ne pas pouvoir, dans le sport, c'est très important de s'entraîner très régulièrement, de passer énormément de temps, forcément, les sportives
sont moins performantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir par exemple aussi dans le surf, où les sportifs ont souvent un autre métier et passent du temps de travail et ne passent pas ce temps-là sur l'eau à surfer par exemple. Et c'est le cas dans d'autres pratiques, bien évidemment. Il y a aussi un second aspect qui est symptomatique de la domination masculine dans le sport, c'est la question du corps des sportives. Le corps des sportives, il est contrôlé, il est sujet à contrôle. Et donc, on demande aux sportives, dans un milieu masculin, de réaliser des performances, d'avoir des attitudes et des comportements qui peuvent être jugés masculins, mais de prouver aussi leur appartenance à la catégorie femme. Et ce qui se passe, donc on voit qu'il y a des sportives qui arrivent à gérer cet équilibre-là. Voilà, je pense par exemple à Anna Kournikova, une tenniswoman qui a été souvent mise en valeur pour son corps et sa correspondance aux idéaux corporels féminins, alors qu'elle n'était pas forcément la meilleure du circuit à ce moment-là, mais qui était vraiment mise en valeur par ça. Et des sportifs qui ne correspondaient pas à ces critères de beauté, comme par exemple Amélie Mauresmo, ou des sportifs comme Caster Semenya qui a eu des conséquences dramatiques sur sa pratique. Et là, je renvoie aux travaux d'Anaïs Boyon également sur les tests de féminité, mais qui se trouve un petit peu traînée dans la boue par les médias, par les institutions, parce qu'elles ne correspondent pas à ces idéaux corporels-là. Et ça a vraiment des conséquences dramatiques sur certaines carrières de sportives. Et je reprends un exemple du surf. Mais par exemple, une surfeuse, Kayla Kennelly, qui a fait son coming out, par exemple, en 2007, a perdu 3 de ses 4 sponsors et l'a obligée à reprendre un travail, en fait, et à ne plus passer tout son temps à surfer. Donc, l'hétérosexualité, la correspondance aux idéaux corporels féminins sont vraiment des pressions qui existent sur les sportives et sont au final plus importantes, pèsent un poids plus important que leur performance en elle-même. C'est-à-dire qu'on va plutôt mettre en avant la beauté corporelle d'une sportive plutôt que ses performances. Merci beaucoup, Anna. Alors, j'ai très envie du coup de rebondir et de faire rebondir Amandine sur le sujet. Et ce constat, cet état des lieux pour ce qui concerne les sportives, est-ce qu'on retrouve la même chose au niveau des dirigeantes dans le sport? Et comment ça se passe pour les dirigeantes dans le sport? Alors, pour les dirigeants, les dirigeantes et dirigeants, il faut savoir déjà que la plupart des personnes dans les fédérations sportives sont quand même bénévoles, à part après sur des grandes fédérations ou des sports qui sont connus avec des rémunérations et autres. Mais il y a beaucoup de personnes bénévoles. Mais le fait d'avoir une représentation du corps différente est aussi dû à la représentation qu'il y a dans les instances dirigeantes du sport. Et ça, on le voit énormément pour l'avoir vécu avec la Fédération française de roller et skateboard. Notamment, on voit une différence de traitement entre le patinage artistique et la vitesse. Et après, il y a aussi un souci de corps. Et donc, il y a beaucoup, il y a pas souvent la parité dans ces fédérations, même si c'est quelque chose qui doit être, qui est statutaire. Il y a aussi une façon d'aborder les problèmes qui ne sont pas les mêmes. Et sur la question des corps, c'est aussi ça, c'est comment aujourd'hui dans le sport, on est en capacité de faire entrer et de laisser pratiquer les personnes transgenres dans la catégorie qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent avoir. Et ça, quand on va l'expliquer dans des fédérations, ou même au ministère des Sports, des choses qui ne sont pas comprises parce qu'il y a tout aussi le problème derrière de ce qui a été dit sur qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce qui est le taux d'hormones, par exemple, acceptable pour qu'on soit une femme ou pas une femme. Est-ce que de se rendre femme, de se considérer comme femme et de s'identifier et donc avoir en plus un traitement hormonal, est-ce que ça influe? Donc ça, il y a plein de questions qui ne sont pas aujourd'hui posées. Cependant, ça fait un peu des progrès. Justement, sur la FFRS, c'est la première fédération sportive qui a mis en place une charte du genre. Et donc, ces questions-là, de façon à permettre aux personnes transgenres de jouer dans l'équipe selon le genre dans lequel il ou elle s'identifiait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est
issus des pratiques américaines. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui vient du monde du sport français. C'est plutôt quelque chose qui vient vraiment du monde américain, où il y a une approche sur des questions genrées différentes, et notamment dans le roller derby, via le roller derby qui est très spécifique sur ça. Et la fédération mondiale, la WFTDA, du roller derby, avait déjà dans ses règles ces questions de genre et d'inclusivité, et notamment toutes ces règles liées à la non-discrimination en fonction des corps. Si on prend le roller derby, cette fédération-là est ce qu'on appelle dirigée, réfléchie par des joueuses pour des joueuses, puisque c'est un sport à la base exclusivement féminin. Et il y a ce traitement-là, même dans les règles, dans les règlements, pour ne pas avoir de différence sur les questions de corps. Mais sur les questions de rémunération, voilà, c'est encore différent. On est sur des sports qu'on dit amateurs. De toute façon, on voit bien qu'il y a une différence selon les pratiques de sport et sous la notoriété, et de plus en plus, et encore plus, entre féminin et masculin. Mais quand on voit ce qu'a donné la Coupe du monde de football féminine, on se dit que c'est quand même, il y a des changements qui arrivent. Et là encore, c'est grâce à des joueuses comme des Américaines, comme Rapinoe, qui assument leur coming out, qui ont une sororité en plus dans les équipes, qui soutiennent ça, et plutôt que de discriminer et de mettre sur le côté les personnes. Et il y a un vrai moteur au niveau des femmes dans le sport sur ces questions-là, à la fois d'acceptation du corps, à la fois de genre, et qui permettent aussi d'avoir des personnes dirigeantes pour changer les règlements aujourd'hui faits par des hommes et pour des hommes. Voilà. Merci Amandine. Alors ça nous fait vraiment une transition avec Floris, qui de par son métier d'historienne, qui a beaucoup étudié, qui étudie en permanence la place des femmes dans le sport depuis plus d'un siècle maintenant. De cet état des lieux, que ce soit pour la pratique ou pour la direction des fédérations, est-ce que cette situation est nouvelle ? Alors non, effectivement, hein, c'est une situation qu'on peut expliquer avec une dimension historique. C'est une situation qui n'est pas nouvelle du tout. Il faut savoir que le sport tel qu'on le connaît, donc les activités sportives telles qu'on les connaît aujourd'hui, organisées avec des fédérations, avec des clubs, avec des compétitions, c'est un système qui se met en place en fait au début du 19e siècle, dans un milieu particulier qui est le milieu des écoles de l'élite britannique, qui était réservé aux garçons, bien sûr. Donc le sport est créé dans ce milieu-là, dans un milieu non mixte masculin. Et de fait, les premiers clubs et les premières fédérations vont être créés par des hommes et pour des hommes. Et on voit vraiment que dès l'origine, le sport, c'est une activité créée par les hommes et pour les hommes dans des milieux masculins. Et de nombreux clubs et fédérations vont rester fermés aux femmes. Alors, il y a des exceptions. Parmi les exceptions, il y a la fédération de tennis, qui est mixte dès le début, dans un contexte un petit peu particulier, qui est que dans le tennis, il y avait dès le début du double mixte. Et le double mixte était conçu comme une pratique, comme un lieu de rencontre matrimonial hétérosexuel, en fait. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre d'une potentielle rencontre matrimoniale des élites entre elles, le sport pouvait être mixte. Un peu comme un bal des débutantes ? Voilà. Ou des soirées rallye ? Voilà. Mais avec une raquette. Et donc, effectivement, la plupart des fédérations restent assez longtemps fermées aux femmes. Et donc, il n'y a pas de compétitions qui sont organisées par les femmes, en tout cas très peu. Et face à ça, les femmes sont en fait obligées de s'organiser entre elles. Et donc de créer leur club et de créer leur fédération. Et c'est le cas en France en 1917. Il y a une fédération féminine autonome qui se crée et qui est rapidement dirigée par Alice Mia, qui est donc une grande figure de dirigeante de fédération historique, donc une figure française. Donc elle prend la tête de cette fédération française. Ensuite, elle va créer une fédération internationale également. On la connaît pas très bien encore, Alice Mia, mais je vous en prie. Je crois qu'elle va devenir connue, donc. Je pense qu'elle va devenir plus connue bientôt parce que la nouvelle arena qui va être créée pour les JO 2024 devrait porter son nom normalement. Donc on devrait en entendre parler bientôt. Il y a la fondation Alice Mia aussi qui travaille beaucoup à ça.
Et donc, elle dirige cette fédération française et elle instaure la non-mixité des fonctions de direction. Donc c'est une fédération qui se veut dirigée par des femmes. Ça crée beaucoup d'hostilité de la part des dirigeants des fédérations masculines qui s'épanchent un petit peu dans la presse pour dire que ça n'est pas possible, cette fédération ne peut pas exister parce que les femmes ne peuvent pas s'organiser elles-mêmes et qu'elles ne savent pas et qu'elles ne sont pas capables d'organiser une fédération. La date de ça, on se rappelle un peu? 1920. Voilà. Donc dans les années 1920, effectivement, il y a beaucoup d'attaques contre cette fédération, de tentatives, des fédérations masculines de se réapproprier cette fédération et cetera. Donc il y a des attaques, assez hostiles contre cette fédération. Néanmoins, elle permet, de développer, des compétitions, souvent, c'est assez peu connu, mais du coup, dans les années 20, il y a déjà des compétitions de football, y compris des compétitions, internationales de football féminin. Souvent, on l'oublie parce qu'ensuite le football féminin a complètement disparu, jusqu'aux années, 60. Mais il a existé dans les années 20. Il y a même une forme de rugby pour les femmes. Il y a des compétitions d'athlétisme qui se développent et Alice Miller a ensuite créé une fédération internationale et là, elle va lutter, contre le CIO, dirigé par Pierre de Coubertin, qui est très opposé à la pratique des femmes et elle va créer des Jeux olympiques, féminins pour concurrencer, les Jeux olympiques, heu, du CIO, ce qui va, fortement déplaire à ses dirigeants et donc cette fédération internationale aussi va subir un certain nombre d'attaques, notamment de la fédération d'athlétisme et toutes ces initiatives donc de femmes et de dirigeantes aussi, elles vont, connaître une fin, dans les années 1930, qui vont devenir de plus en plus, des années, d'hostilité au sport féminin et ce sont des fédérations qui vont disparaître à ce moment-là et donc des initiatives qui prennent fin, dans les années 30. Alors, de tout ce qui a été dit, et ça a été abordé et par Anne et par Amandine ensuite, et puis à nouveau par Floris, il y a la question de la mixité dans le sport, qui est une question épineuse. Alors moi, je suis vraiment nulle en sport, et je fais que les sports où il n'y a que des filles qui font du sport, donc voilà, comme ça c'est clair. Mais cette question de la mixité, il n'y a pas que dans le sport qu'elle pose question. Quand les femmes essayent de s'organiser pour faire des choses en non-mixité aujourd'hui, il y a toujours un petit malin pour venir dire mais c'est un scandale, mais c'est interdit aux hommes et compagnie. Et dans ce que je découvre de cette histoire des femmes dans le sport, c'est que finalement, cette non-mixité, et c'est pas un choix, c'est une obligation pour pouvoir en faire. Et ça m'évoque enfin voilà, je pense qu'il y a plein de liens, mais aussi quelle est la difficulté quand il y a de la mixité? Est-ce qu'il faut défendre le fait qu'il y ait plus de mixité dans le sport, ou est-ce qu'au contraire, il faut défendre la non-mixité? Quels sont vos avis là-dessus? Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne sais pas quelle veut répondre en premier entre les deux, peu importe. Allez, Anne. Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis beaucoup intéressée au cadre scolaire et à cette question-là à l'école et dans les cours d'EPS. Déjà, il y a une première chose peut-être que je peux dire sur la question de la mixité à l'école, qui est arrivée progressivement au cours de la démocratisation qui s'est amorcée, donc voilà, après la Seconde Guerre mondiale, qui a abouti au collège unique en 1975, où cette mixité des garçons et des filles, parce qu'avant voilà, il y avait une école des filles, une école des garçons. C'est devenu plus possible avec tous ces enfants issus du baby-boom de séparer les garçons et les filles, et que c'est vraiment une mixité imposée qui s'est installée, à première vue, c'était de gérer tous ces enfants, de les mettre dans des écoles, devant des enseignants, devant des classes, sachant qu'on manquait d'infrastructures et qu'on manquait d'enseignants. Donc c'est vraiment une mixité imposée. S'en est découlé de cette mixité imposée-là, de cette démocratisation scolaire, une volonté de démocratiser un même enseignement pour tout le monde, pour les garçons et pour les filles. Et on s'est dit, c'est fantastique, on va avoir une coéducation entre les garçons et les filles, mais vraiment, c'est de la gestion a posteriori. La mixité n'était pas voulue au départ, ça s'est vraiment imposé comme tel. Finalement, on s'est retrouvé avec des enseignants qui enseignaient
à des garçons de façon séparée, à des filles et à des garçons, qui se sont retrouvés à devoir enseigner à tout le monde. Alors, dans des classes où les enfants sont assis devant un tableau noir, on peut se dire qu'il y avait peut-être une problématique à gérer qui était différente qu'un enseignant d'EPS qui est sur un stade ou un terrain de handball, enfin voilà, dans une salle avec des élèves en mouvement. Il faut savoir que les identités de genre, les identités sexuées sont vraiment présentes à travers les corps et que cette problématique était du coup en EPS beaucoup plus difficile à gérer. Et donc moi, lors de mon enquête, où je me suis intéressée voilà, à la pratique scolaire du surf, de la voile, quand je posais la question aux enseignants de la gestion de la mixité, la première chose, c'était pour eux, ils se sentaient un petit peu en danger. Pour eux, c'était quelque chose de tabou. C'est-à-dire, enfin voilà, oui, il y a une demande institutionnelle de traiter de façon égalitaire les garçons et les filles, mais dans les faits, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et ça s'est vu, hein, c'est-à-dire dans les années 70, 80, voire 90, ce que faisaient les enseignants de PS beaucoup, c'est qu'au final, ils recréent du démixage, c'est-à-dire ils faisaient les filles d'un côté, les garçons de l'autre, parce que c'est compliqué. Et d'ailleurs, souvent, quand les enseignants d'EPS essayent de faire des équipes de niveau, voilà, ils disent non, c'est pas une question de garçon ou de fille, c'est une question de niveau, de pratique. En fait, on se retrouve avec les mêmes choses, avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et au final, plutôt que de parler de niveau, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe fondamentalement en EPS? Qu'est-ce qui fait que voilà, il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre? Est-ce que c'est vraiment une question de niveau au final? Et quand on analyse un petit peu le sport, qui est voilà quelque chose d'ancré dans des valeurs masculines, et qu'on demande à des petites filles en pleine construction identitaire de s'investir dans du rugby, de faire des plaquages, de se traîner dans la boue, forcément, c'est des choses qui vont pas correspondre à leur identité sexuée auquel elles s'identifient. Et c'est important de se présenter, d'être identifié en tant que tel. On l'a bien vu que quand c'est pas le cas, il y a des pressions qui peuvent exister. Et ce qui se passe ensuite, c'est que ces petites filles, en général, ont tendance à s'auto-éliminer toutes seules Donc, de ce ces serait pas pratiques. de ma faute si je suis totalement nulle en sport et que quand le ballon arrive, je pars dans l'autre sens. Exactement. Et c'est un petit peu, voilà, ces questions-là qui sont très importantes. Et dans la gestion de la mixité par les enseignants, cette question, cette connaissance de cette auto-élimination des filles, et ça se voyait beaucoup en voile et en surf, par exemple. En voile, on avait des filles systématiquement qui s'auto-éliminaient du poste de barreur. Un poste à responsabilité qui impliquait de prendre des décisions. Et en général, elles restaient cantonnées à un poste de seconde zone d'équipière, un petit peu aux ordres du barreur, quoi. Et les garçons, au contraire, ils se battaient pour justement endosser cette responsabilité. En surf, c'est pareil. Il faut savoir qu'en surf, il n'y a pas des vagues pour tout le monde. Qu'il y a un petit peu un système, il faut attendre son tour. Mais au final, on va avoir des garçons qui vont s'imposer assez facile, enfin, qui vont s'imposer dans le partage des vagues. Et les filles vont avoir tendance à ne vouloir absolument pas déranger les garçons et à prendre les vagues qui restent ou enfin voilà, moins de vagues et les vagues qui restent qui sont moins bonnes. Forcément, on va avoir une progression entre les garçons et les filles qui va être très différente. Et j'ai heureusement pu rencontrer lors de mon enquête des enseignants donc, qui étaient vraiment au courant de ces processus-là et qui étaient outillés et qui proposaient des formats pédagogiques qui permettaient voilà, de gérer cette mixité, mais vraiment activement. C'est-à-dire qu'en général, à l'école, on a l'impression qu'on prend un petit peu, c'est un peu une problématique de seconde zone, qu'on arrive à gérer un petit peu comme ça. Or, c'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de solution magique pour gérer la mixité et créer de l'égalité. Qu'à chaque fois, c'est de la gestion dans l'instant, au quotidien. Qu'à chaque fois qu'on met quelque chose en place, en général, va y avoir un petit peu des phénomènes qui vont voilà, venir, qui vont être des petits grains de sable, en fait, à chaque fois. Et les enseignants, en fait, enfin, ces enseignants-là que j'ai pu rencontrer arrivaient à gérer cet équilibre-là, à demander aux garçons, par exemple, de laisser de l'espace, à encourager les filles à prendre une posture, enfin voilà, à occuper des postes de première importance. Mais ça se faisait aussi dans la gestion de la parole,
C'est-à-dire que souvent, les garçons ont tendance à prendre la parole, à couper la parole beaucoup plus, à monopoliser l'attention de l'enseignant. Donc ils faisaient vraiment attention à cet équilibre-là, mais aussi dans les moments de regroupement, avec des filles qui ont tendance à se mettre tout derrière, à gauche ou à droite, et des garçons qui occupent, l'espace. Et donc on voyait des enseignants qui, par exemple, proposaient de se mettre en cercle pour, voilà, qu'il y ait pas de hiérarchie un petit peu, dans les groupements. Je vais juste terminer là-dessus, c'est que la mixité, c'est, quelque chose de compliqué à gérer, que c'est important d'outiller nos enseignants et nos enseignantes, sociologiquement pour comprendre cette problématique, pour qu'ensuite ils peuvent être vraiment acteurs et mettre en place, des, situations pédagogiques, des situations d'apprentissage, vraiment au cœur de ces questionnements-là, quoi. La mixité, la gestion de l'égalité entre les garçons et les filles, c'est pas quelque chose de seconde zone qu'on gère a posteriori. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au centre de son enseignement et qui doit vraiment, être un lieu de réflexion, quoi, pédagogique. Merci beaucoup. Alors du coup, on va proposer à Amandine de rebondir là-dessus sur du coup une pratique totalement différente dans le roller derby qui est presque non mixte, même si c'est pas fermé. Et en même temps, et aussi, si tu peux, sur le lien aussi de la mixité dans la direction des sports. Enfin, comment se passent toutes ces choses-là et toi, ton expérience, ton ressenti, ton analyse et puis les voies d'amélioration surtout. Et puis après, on passera à Florie pour qu'elle nous fasse la perspective historique de tout ça. Donc, effectivement, à la base, le roller derby est un sport féminin. Et donc, sur les règles qui ont été établies par ce qu'on appelle la WFTDA, donc la Fédération mondiale d'origine américaine, il fallait, pour pouvoir participer au classement et aux compétitions liées et organisées par cette fédération, à des compétitions. Et justement, il fallait, pour que les clubs puissent rentrer, que ça soit des clubs qui soient dirigés uniquement, ou en tout cas en majorité, par des femmes. Donc là, c'est le côté de ce qu'on peut appeler de quota de représentation, ou imposé sur de la non-mixité, ou vraiment, même si c'est pas non-mix, c'est avec plutôt des quotas de genre aussi, ou d'autres personnes. Et donc ça a été une des premières choses. Après, ce qu'on a vu, c'est que c'est le sport qui est fait par des femmes pour des femmes, donc c'est plutôt rare. D'habitude, c'est plutôt des déclinaisons de sport masculin. Typiquement, on dit le football et on dit le football féminin. Dans le roller derby, on dit le roller derby et le roller derby masculin. On disait, et donc vraiment de cette partie plutôt venue des États-Unis. Et il y a eu justement des équipes masculines qui ont voulu se monter. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu déjà un petit souci sur ce qu'on appelle des rôles à responsabilité. Là encore, au début de la pratique, ce qu'on appelle les arbitres étaient quasiment exclusivement des hommes. Et donc ça posait un problème, parce qu'on se remettait dans une position où, même dans ce milieu-là qui avait voulu en fait s'émanciper et faire vraiment quelque chose pour les femmes, on se retrouve avec finalement en position de pouvoir, c'est-à-dire de donner des fautes, d'arbitrer, donc d'avoir un rôle important sur le jeu. C'était tenu exclusivement par des hommes. Et donc ça, on a vu par la pratique qu'après, en plus, ces personnes masculines souhaitaient après faire de la pratique de roller derby, et donc des équipes se sont montées. C'était souvent les compagnons des joueuses ou les amis, etc., qui montaient des équipes. Sur le début, la mixité est plutôt bien passée. Il y avait même au niveau des positions de pouvoir, ça passait plutôt bien. Mais finalement, très vite, on s'est rendu compte que il y avait quand même des travers, en fait, alors pas des travers, mais plutôt des notions masculines du sport plus classique, qui revenaient et qui seraient imposées dans les pratiques et dans la compétition. Typiquement, dans la compétition, il y a une règle au roller derby: si on insulte, si on tape pas correctement, c'est-à-dire qu'on fait pas des blocages avec les bonnes parties du corps sur les bonnes parties du corps, etc., on va en prison. On n'a jamais vu dans des équipes des bagarres, en fait, de match. Il y a vraiment une notion de respect très très forte dans cette pratique du sport, et on peut pas, rien ne laisse passer, que ce soit dans le public ou sur le terrain. Les critiques racistes, n'importe quoi, ou grossophobes, ou discriminantes, quelles qu'elles soient, les insultes, on est de suite éjecté. Donc il y a pas de laisser passer. Et donc on a vu quand même c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans le sport
traditionnelles. On le voit bien, là je prends encore l'exemple du football parce qu'aujourd'hui c'est un des plus connus, mais pas que, hein. Je veux dire, même si on prend le tennis, on voit très bien ce qu'a pu subir Serena Williams et donc ça, il faut pas l'oublier, rien que le fait de dire que c'est pas la plus grande tennis woman ou le plus grand sportif même, parce qu'il y a des hommes qui disent ça et que c'est de suite, une sportive féminine, et elle a été discriminée aussi par sa forme et sa couleur et donc là, on a vu voilà des bagarres ou d'autres choses et aussi, des problèmes, des problèmes, de dominance, d'emprise, d'agression, et autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu entre femmes, hein, bien loin de ça, mais on a vu quand même un certain nombre de choses qui sont arrivées, là-dessus. Vous avez envie d'en parler un petit Et peu? sur la fédération, la gestion dans une fédération, c'est un peu pareil. Quand on arrive et qu'on est un sport quasiment pratiquement que, féminin et donc avec, là encore, des dirigeants, de fédérations, masculins qui n'ont pas toute cette approche au niveau, de la question genrée, mais même au niveau des agressions, au niveau du comportement. Surtout dans une fédération où on a d'un côté, du roller derby, de l'autre côté on a du hockey. Le hockey, qui est aussi, très physique, très violent. Le roller derby aussi, mais pas du tout avec les mêmes pratiques et au hockey, ben, ils ont une habitude au roller hockey, ben, d'avoir, des pénalités, des amendes. La commission de discipline, par exemple, de la fédération était exclusivement, quasi, sur des hommes et par rapport, à ça et donc là, on voit pas tout à fait les mêmes notions et quand ça passe de l'un à l'autre, ben, on a vu un retour où un certain nombre de clubs ont décidé de faire de la non-mixité, de revenir en arrière parce que, en et ça ne veut pas dire que ça va jamais revenir, bien là de loin de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour se structurer, ce sport-là a eu besoin de non-mixité. Il en a eu besoin quand il s'est ouvert, ça a peut-être pas forcément marché et finalement, certains nombres de crises reviennent et permettent en fait de repartir sur heu, un choix en fait de mixité et pas une imposition de mixité par, des personnes qui arrivaient et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est voilà, on va voir comment ça évolue. Alors moi, en toute honnêteté, là, avec, ce qui se passe et la crise sanitaire, je me suis vraiment éloignée du sport et mon mandat, de 4 ans, s'est terminé donc j'ai, complètement zappé. Mais on voit aussi le traitement, le fait d'avoir zappé, c'est par, des agressions qu'il y a pu avoir, ou autre chose et aussi le comportement des dirigeants de fédé, quand on arrive une jeune femme, pour essayer de défendre un sport en plus féminin. Alors du coup, ça nous fait, je pense, une transition parfaite pour Floris sur cette mixité dans l'histoire des sports, ça en est quoi? Et puis, pour moi, ça m'évoque aussi le lien avec après la question du corps des femmes dans le sport. Et puis, quand on parle de corps des femmes dans le sport, très vite, ce qui vient, c'est éventuellement les questions de violence sur le corps des femmes dans le sport et ailleurs. Donc, bon, Florie, et puis après, je propose qu'on fasse circuler les micros quand vous avez envie. Alors, je veux bien demander un petit truc à la régie technique sur combien il nous reste de temps. D'accord, merci la régie. Oui, alors effectivement, dans les années 1920, la non-mixité, le fait que les sportives s'organisent entre elles, bon, on l'a vu, c'est déjà, une nécessité, tout simplement mais ensuite, il se trouve que dans les années 20, c'est quand même plus facile à argumenter auprès, des autorités, par exemple, qui vont financer, les clubs et les fédérations. Tout simplement parce qu'à l'époque, on considère comme, normal de considérer que, les femmes et les hommes, c'est pas la même chose et que donc il faut pas qu'ils fassent les mêmes sports et pas de la même manière. Donc là, il y a, une non-mixité qui est plus facile à argumenter, mais là où ça se complique, c'est, quand, les femmes veulent aussi se diriger elles-mêmes et c'est ça qui passe mal à cette époque-là. C'est-à-dire que les femmes soient dans des clubs de femmes, fassent des sports de femmes, là ça passe, mais dès qu'elles demandent à être dirigées aussi par des femmes avec des présidentes, des trésorières, des secrétaires générales, mais pas seulement, c'est-à-dire que non seulement, dans cette fédération, dirigée par Alice Milla, il va y avoir des dirigeantes femmes, mais en plus de ça, elles vont demander à ce que les coachs soient des femmes aussi et à ce que les arbitres soient des femmes aussi. Et du coup, elles rejoignent les combats féministes du moment. Voilà, tout à fait. Ce sont des préoccupations, qui existent déjà, de pouvoir s'organiser de manière autonome, et notamment au niveau de la hiérarchie, donc autant, les dirigeantes, que, les encadrantes, que, les arbitres. Heu
ce qui a nécessité, ce qui nécessite encore aujourd'hui, du coup, de créer des formations en interne, de former, ces arbitres en interne et donc ça demande, une réelle volonté, de la part de la fédération et de la part des dirigeants de former des arbitres femmes pour qu'elles puissent, encadrer, les matchs de femmes. Bon, évidemment, dans les années 20, on n'est pas, encore sur des questions, de non-mixité, inclusive, et les transidentités sont pas encore, prises en compte comme elles le sont, aujourd'hui, dans le roller derby. Mais effectivement, dès les années 20, cette non-mixité, elle va aussi pouvoir être, justifiée par des craintes que le fait que les encadrants, masculins se soldent par, des problèmes de violence. Donc, ces violences sont encore en grande partie tabous dans ces années-là. C'est un petit peu, des problématiques qui sont difficiles à aborder, mais on le voit quand même, hein, dans les discours des dirigeantes qu'il y a une crainte à ce niveau-là et qu'il y a une volonté de mettre en avant le fait que c'est important que, les encadrantes aussi, les femmes médecins qui sont là pour, examiner les sportives, examiner le corps des sportifs, c'est bien que ce soit des femmes aussi, au poste de médecin du sport et au poste d'entraîneur. Donc on le voit aujourd'hui, hein, dans le MeToo du sport, hein, les problèmes de violence, viennent, souvent de cet encadrement, hein, que ce soit entraîneur ou médecin du sport et donc c'est effectivement des problématiques qu'on voit déjà, très légèrement pointées dans ces années 20, même si c'est encore, en partie tabou. Peut-être Anne, pour rebondir, en préparant cette table ronde, on a eu des échanges qui étaient intéressants là-dessus et sur, en effet, la façon dont on utilise, le corps des femmes, dans le sport, et qui est complexe du début jusqu'à la fin, en fait. Oui, tout à fait. Donc je l'ai expliqué, tout à l'heure que, quand on est sportive et il faut être performante, donc avoir des comportements, et des attitudes jugées, masculines, tout en montrant son appartenance, à la catégorie, femme, en fait. On voit bien que, ce poids-là, enfin cette catégorie femme, elle est, elle est construite selon des critères et ces apparences corporelles qu'on attend de la part des femmes, sont façonnées en fait par un désir globalement masculin hétérosexuel. Que les femmes doivent se conformer à ce désir masculin hétérosexuel. Et quand elles ne le sont pas, on parle de procès de virilisation, mais globalement, il y a toute une violence symbolique qui se met en place, qui fait que voilà, on va se moquer d'elles. On peut penser par exemple au rugby woman, mais également à Amélie Mauresmo. Voilà, c'est pas une femme. En plus, les choses se sont aggravées quand elle a fait son coming out. Mais tout ça, ce sont vraiment des choses qui pèsent lourd sur le corps des femmes. Et ces femmes-là aussi qui se retrouvent dans un système, ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, et je vais reprendre l'exemple des surfeuses. Donc les surfeuses, globalement, ont pas beaucoup de compétition. Ont eu, donc en 2018, c'était plus le cas, il y a eu une égalité des prize money, mais pendant très longtemps, elles étaient moins bien rémunérées aux compétitions. Mais bon, comme elles ont moins de compétition que les hommes, le fait qu'il y ait une égalité des prize money, ça suffit pas en fait. Et que souvent, pour pouvoir vivre de leur surf, elles étaient obligées de faire des partenariats avec des sponsors. Et les sponsors, alors notamment dans le surf, ont tendance vraiment à jouer cette carte de l'érotisation, de l'hypersexualisation des femmes, et qu'on demande aux surfeuses, non pas être des surfeuses, mais d'être des mannequins. Des jolies sirènes sur l'eau, voilà. Globalement, c'est ce qui est important. Et les femmes qui ne correspondent pas à ces stéréotypes, à ce carcan corporel féminin façonné par le désir masculin hétérosexuel, en général, n'ont pas de sponsor. Et donc, clairement, elles se retrouvent embêtées. Et en discutant avec des sportives, des surfeuses de haut niveau, qui étaient très performantes, qui gagnaient toutes les compétitions, me disaient que clairement, elles avaient des moins bons deals avec les sponsors parce qu'elles étaient trop musclées, trop carrées, et que les sponsors, en fait, avaient tendance à privilégier les jolies surfeuses. Enfin, jolies, avec des guillemets, bien entendu. Et donc, on voit bien que cette érotisation des corps des sportives, ce carcan corporel dans lequel elles doivent s'inscrire, c'est pas surprenant ensuite qu'il y ait des violences à leur encontre dans un système dominé par des valeurs masculines qui fait peser le poids sur le corps des sportifs, des sportives, tous ces éléments-là, quoi. Merci Anne.
Et Amandine, je pense qu'il va avoir beaucoup à rebondir sur le roller derby. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques années, j'étais adjointe à la jeunesse dans une ville de France. On avait un projet de développer un glisse park inclusif avec une piste de roller derby, où on pensait tout pour que les garçons et les filles aient une même place dans cet espace de glisse. Je présente ça en conseil municipal, tout était. Et là, je me fais alpaguer par un charmant monsieur à la sortie. Il m'insulte à moitié en me disant qu'on n'a surtout pas besoin de ça et que de toute façon, ce n'est pas un sport pour les femmes et que c'est une honte de créer un équipement sportif dans une ville pour faire ce sport honteux. Pour la petite anecdote. Mmh. Et l'équipement n'a pas eu lieu. L'équipement n'a pas eu lieu. La colère de ce monsieur qui a fait une pétition de 30 personnes a enterré le projet. Pas que lui, mais quand même. Bon, moi, ça me va de faire un sport honteux. J'ai pas de souci là-dessus. Comme j'ai pas de souci, on le voit aussi, sur le roller et notamment le roller, féminin, quel que ça soit sur le freestyle ou autre. Le roller derby a permis d'avoir, un de nouveau une présence, des femmes et des filles, dans les skateparks, dans ces équipements justement, où on roule, et avant c'était plutôt quelque chose qui était dominé, par des hommes et ça a permis où c'était des gangs de filles qui venaient et qui disaient: «Ah non, mais nous aussi on va en faire, on y va». D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de séries même autour du skate, sur le skate féminin et on le voit, moi je le vois aujourd'hui dans la rue, même sur le nombre de licences, il y a quand même une explosion, de ça et ça fait plaisir. Finalement, ce sport honteux, différent, a permis, d'avoir, une visibilité un peu différente, et une attractivité comme, sport insolite, sport, des fois, au départ, qui était considéré comme un sport, spectacle parce qu'il y avait aussi, des tenues, mais qui étaient du folklore, en fait, du sport et que le sport a essayé de garder, notamment, dans son ADN, tout en devenant bien plus sportive au niveau professionnel, équipe, compétition et cetera, mais en gardant justement cette particularité, heu, fun puisque, à un moment donné, on peut faire du sport, sans se taper dessus, sans s'insulter, sans voilà, c'est pas un combat, c'est une pratique et ça, c'est important. Si je rebondis un peu sur ce que disait Anne, là, on voit aussi, notamment quand c'est un sport féminin et un sport masculin, ce qui peut être, en tout cas ou dans la gestion, ce qui peut être différent. Oui, il y a une érotisation des corps, souvent même des plus jeunes, hein. On voit bien, même encore aujourd'hui avec Roland-Garros, où on oblige à faire porter une jupe, ou, au patinage artistique, où il y a Le quand même des volley notes, aussi. ou au volley, le beach volley, on est obligé d'avoir, des brassières et des culottes échancrées, donc c'est quand même ouf parce que c'est des sportives et puis, moi je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à faire du sport avec une culotte qui me rentre dans les fesses, mais c'est pas très agréable. Mais voilà, c'est quand même aussi, comment on fait ça et ça laisse aussi, une espèce d'impunité quand il y a des problèmes et quand il y a des agressions sexuelles, ou des violences, quelles qu'elles soient ou même morales et ça on a pu le voir, prends l'exemple du patinage, le premier président qui a démissionné d'une fédération, c'était, après, les témoignages, de Sarah Abitbol. Sarah Abitbol a ouvert vraiment une voie, qui a permis, de donner la parole aux femmes, et aux enfants et qui ont été victimes, de viols ou autres. Ça a été suivi alors, il y avait eu déjà d'autres procès, mais qui étaient pas aussi médiatisés. C'est parce que c'était Sarah Abitbol, mais on voit, notamment dans le roller artistique, il y a eu, 2 jeunes femmes qui avaient témoigné, donc un entraîneur, équipe de France, qui a, violé, je ne sais pas combien d'enfants et en plus, c'est des enfants qui étaient mis des jeunes filles qui étaient mises sous sa tutelle, donc c'est des histoires, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas très joli et cependant, ça n'a pas servi pour, une fédération, qui était, plutôt dirigée uniquement par des hommes ou des femmes qui étaient mises, sur, des postes, au qu'on dit un petit peu, moindres, c'est-à-dire pas forcément dans le secrétariat ou quoi, de laisser passer ça et quand il y a eu, des dénonciations, notamment dans le roller derby, donc de fait, le roller derby sur un sport plus inclusif, féminin, où, les pratiques, on va dire les actes et les agressions n'ont pas voulu être enterrés et la prise de parole a été de suite prise alors que c'est un sport jeune, sur ça et il y a eu une déferlante en fait, parce que c'est aussi dans l'ADN du sport de ce respect et du respect de l'autre et du corps et des femmes et de ne pas faire en sorte qu'il y ait, des agressions le moins possible et dès le plus jeune âge puisqu'on fait vraiment des ateliers sur l'inclusion ou autre. Mais ça a été une déferlante et ça a été très, très difficile à le gérer,
en tout cas, pour ma part et pour l'équipe avec qui j'étais, sur la fédération, puisque, c'était de suite, les pratiques, de diffamation, de dire: «Taisez-vous». On a eu des choses en mode sur les réseaux sociaux où c'était, ah les petites meufs là en roulette avec, leurs micro shorts, elles vont arrêter quoi, elles font du bruit, c'est toujours elles qui foutent le bordel, alors on va pas les écouter alors que là, c'était quand même encore des dénonciations. Il a fallu avoir la démission du président pour que ça se mette en place, que des cellules se mettent en place, mais ça a pris 1 an et demi, ça a été très, très long, ça a été très, très violent et moi je sais que ça en fait partie. Donc là, c'est aussi dans le rôle de dirigeante, quand on se retrouve face à ce type de violence, heu, quand on n'a pas de femmes dans des rôles de dirigeante comme ça, c'est hyper compliqué. Déjà de le porter parce qu'on sait ce que c'est cette violence et on l'a vécu, donc émotionnellement, c'est très dur. Mais en plus, en face, quand on a des fins de non-recevoir, quand on nous reviolente, en nous gueulant dessus parce que, c'est pas possible, d'avoir ce type d'avis ou quoi. Moi, je sais que ça fait partie donc les sportifs qui quittent, moi, je fais partie des dirigeantes, qui ont complètement arrêté, et qui avec, plaisir, même si j'ai arrêté avant la fin de mon mandat, non officiellement, mais pour faire passer, parce que je n'en pouvais plus et que ça m'avait traumatisée et ça a entraîné un certain nombre de problèmes, psychologiques, et de maladies derrière, que je ne pouvais pas assumer et moi j'en ai été au point et à supprimer par exemple tous mes réseaux sociaux ou toutes mes adresses internet pour ne plus avoir, affaire à ces personnes que je n'arrivais plus à gérer et ne plus, entendre aussi parler des violences, puisque c'était beaucoup trop et c'est une démission, hein, c'est un échec de ma part. Cependant, je pense que c'est important de le dire On aussi a qu'il la faut, régie qui nous dit qu'on doit voilà, bientôt et là, ben, ça voilà. va être notre conclusion, mais je pense que ça nous fait une conclusion absolument parfaite pour faire le lien avec les tables rondes qui suivront sur l'écoféminisme. Et il y en a une ce soir avec Mathilde Larère et Alice Coffin, on rebondira là-dessus. C'est qu'en fait, moi, de tout ce que j'écoute, de ce que vous me racontez, puis alors la dernière partie encore plus, parce que j'étais partie prenante de tout ça aussi, c'est qu'il y a des liens extrêmement forts entre l'attitude qu'on a vis-à-vis des femmes dans le sport et celle qu'on a vis-à-vis des femmes en politique. C'est même un effet miroir, en fait. C'est tout pareil. Et quand on parle, on nous chasse ou on quitte parce que ça devient plus supportable. Je vous remercie infiniment à toutes les trois. C'était passionnant. J'ai appris tant de choses. J'espère que vous aussi, vous aurez appris beaucoup. Sur tout le fil Facebook, vous avez des informations sur toutes ces intervenantes formidables. N'hésitez pas à les contacter, à leur poser des questions, à nous poser des questions. Et restez là, ça continue avec encore beaucoup, beaucoup d'invités formidables. À plus tard.